Je vais commencer et terminer en parlant des internes, mais vous allez voir en quoi, en parlant des internes, je parle de l'hôpital. Les internes et l'ISNI, c'est 10 000 adhérents sur 30 000 internes en France. Les internes, c'est 40% du personnel médical des hôpitaux. C'est des chiffres de l'adresse. C'est également, on en a beaucoup parlé, un dépassement du temps de travail chronique et généralisé. C'est 57 heures en moyenne, plus de 80 heures dans les disciplines chirurgicales, et c'est un constat qui a été confirmé encore très récemment par l'enquête du ministère de la Santé. Donc pour résumer, les internes, c'est l'hôpital d'aujourd'hui, de demain, et c'est une sorte de thermomètre. Et je peux vous dire que le thermomètre est cassé, car il y a une étude à paraître qui est terrible. Pourquoi terrible? Parce qu'elle dit que 23% seulement des internes considèrent que l'activité à l'hôpital public est attractive. Alors, je vais insister sur 3 points qui reviennent souvent mais qui sont essentiels, qui ont été abordés peut-être par le Ségur de la Santé, mais seulement abordés. C'est d'une part la question managériale, ce que j'appelle l'hydre managériale hospitalière. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le péché originel, je pense, et c'est ce qu'on rapporte souvent à l'ISNI depuis des années, c'est l'absence de séparation du grade et de la fonction. Et ça a un coût extrême. D'une part, vous avez ce qu'on appelait à l'époque les mandarins, des professeurs d'université praticiens hospitaliers, une aristocratie médicale. Et cette aristocratie médicale, elle cumule 4 fonctions: l'enseignement, la recherche, la clinique et le management. C'est doublement problématique. La première réponse, c'est qu'une journée est en fait de 24 heures, très difficile de cumuler ces 4 fonctions de manière satisfaisante. La seconde, aussi tout à fait évidente, c'est que ce sont des personnes qui, malgré leur bonne volonté, n'ont pour l'immense majorité strictement aucune formation. La dernière réponse extrêmement importante, c'est que lorsque la possibilité de s'investir est trustée par un corps en particulier et que vous ne trouvez pas votre place, qu'est-ce que vous faites? Vous partez. Le deuxième corps, la deuxième tête de cette hydre, c'est les directeurs d'hôpitaux. Vous voyez, tout le monde en prend pour son grade, il n'y a aucune forme de corporatisme dans mes propos. Ces directeurs d'hôpitaux, eh bien, ils subissent les mêmes écueils qu'a pu subir l'ENA, qui a été très largement réformée, puisqu'elle a même changé de nom. Vous avez des personnes qui ont toute l'efficacité et la bonne volonté du monde, mais en tout cas qui ont une forme de pensée unique, une école unique et un système d'avancement et de promotion unique par le Centre national de gestion qui est piloté par des directeurs d'hôpitaux. Et cette hydre, elle a aussi un dernier problème, c'est qu'il y a une imperméabilité totale entre ces différentes têtes, c'est-à-dire que l'aristocratie médicale, les professeurs, les chefs de service et la direction hospitalière se parlent très peu, souvent se détestent, souvent pour des guerres d'ego tout à fait, vous les avez suffisamment entendus pour savoir à quel point ça devient presque enfantin, mais c'est extrêmement important. Et cette imperméabilité, cette non-compréhension, elle coûte beaucoup. Et les médecins comme les administrateurs en sont responsables, il ne faut pas se dédouaner. Deuxième point, et je tiendrai le temps, Monsieur le Président, le financement excessivement important. Vous savez que ça fait des années que le financement des hôpitaux se fait sur l'activité. Je crois qu'il y a un problème majeur, c'est qu'on s'est peut-être trompé sur ce que devait être l'activité. L'activité, ça devient une gesticulation médicale et une gesticulation de santé, au lieu d'être ce qui, à mon avis, à notre avis, devrait être. Et c'est quoi? Eh bien, c'est de se dire que l'activité, ça doit être, d'une part, le service rendu et la pertinence des soins. Ça n'élude donc pas la question économique. La pertinence des soins, c'est le bon soin, c'est le juste soin au bon moment. Et ça, c'est excessivement important, et sur le plan économique et sur le service rendu aux patients. Et le dernier point, peut-être le plus rapide, c'est celui de l'isolement. On a un problème majeur en France, c'est qu'on a imaginé le système de santé comme un agglomérat d'établissements et de professionnels, alors même que la seule façon utile de le penser, c'est de mettre le patient au centre. Très démago de dire ça, mais quand vous pensez au parcours d'un patient, c'est quoi un patient? Il va voir un médecin libéral en ville, puis il va éventuellement dans un hôpital, puis éventuellement dans une clinique, et là, le meilleur moyen de communiquer, on le sait bien, c'est de parler plus ou moins la même langue. Lorsque vous avez des systèmes d'information qui sont différents, l'impossibilité de transférer immédiatement des dossiers d'un patient, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, quelque chose de très simple, ce que j'ai vécu
tant de fois. Vous voyez un patient arriver sur un brancard avec une pile de dossiers comme ça, vous savez qu'il a fait des imageries, on vous dit vous inquiétez pas, on vous les transférera, et vous mettez parfois 48 heures pour les recevoir, donc parfois vous refaites des examens que vous aviez déjà fait. Ça c'est excessivement important, et ça devrait être une des priorités d'action. Et donc j'en termine en reparlant des internes. Je vous ai dit que c'était un thermomètre, et ce thermomètre il est si grippé qu'ils sont aujourd'hui séquestrés dans les CHU. J'utilise ce mot parce que vous pouvez interroger à peu près tout le monde. Vous verrez qu'on veut absolument qu'ils y restent, c'est-à-dire qu'ils n'aillent pas se former dans le privé, mais qu'ils n'aillent pas aussi se former dans les hôpitaux périphériques. Donc les hôpitaux périphériques eux-mêmes reprochent cette situation-là. Et la conséquence, c'est l'épuisement, le burn-out. Et je terminerai avec ce chiffre glaçant. Il y a quelques mois de cela, nous avons organisé un colloque à l'Assemblée nationale sur la santé mentale des jeunes médecins, des internes. Le résultat, je vous laisse avec lui, c'est 25% de dépression, maladie l'année précédente chez ces internes et étudiants en médecine. Je vous remercie. Eh ben, c'est nous qui vous remercions pour le caractère très direct et très, voilà, de vos propos et très structurés. Merci. Docteur Chamarotran. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, tout d'abord, je vous remercie d'avoir invité Jeunes Médecins pour témoigner devant votre commission. Je remercie également mes collègues qui ont dû se réorganiser pour que je puisse venir devant vous aujourd'hui. Donc, je suis médecin anesthésiste réanimatrice et j'exerce en tant que PH en réanimation chirurgicale aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Je fais partie des médecins aussi à l'origine de la Minute de Silence qui a lieu actuellement tous les vendredis à 14h sur les parvis des hôpitaux et dont le mouvement prend de l'ampleur. Et je témoigne devant vous en tant que vice-présidente de Jeunes Médecins en charge de la médecine hospitalière. Donc, Jeunes Médecins est un syndicat professionnel représentant près de 5000 adhérents de toutes spécialités et de tout mode d'exercice confondu. Son but est donc de représenter les intérêts des jeunes médecins sans parti pris pour une spécialité ou pour un mode d'exercice. Comme beaucoup de soignants, les jeunes médecins mettent l'intérêt général au centre de leur exercice et s'attachent à défendre leur mission de soins auprès du public. L'intérêt de votre commission est majeur. L'OMS a récemment alerté sur le risque d'effondrement de notre système de santé à cause notamment de la pandémie de Covid-19. Cet effondrement aura lieu du fait de la souffrance notamment des soignants. Cette souffrance, elle atteint son paroxysme alors que les moyens à disposition pour soutenir les soignants sont pauvres, tellement pauvres que les experts de l'Observatoire national de la qualité de vie au travail ont récemment démissionné. Or, cette souffrance, elle a un retentissement sur le système de santé, car elle aboutit à la fermeture de lits, faute de soignants, épuisés, parfois en arrêt maladie, ou qui quittent leurs fonctions, dégoûtés notamment par un Ségur qui n'a pas été à la hauteur et qui a même été cynique. En effet, concernant les PH, la revalorisation de la grille salariale n'a concerné que les PH qui sont nommés depuis fin novembre 2020. Fin 2020 même. Pire, des mesures ont été prises pour déclasser les PH plus anciens qui étaient sur le front du Covid. Par exemple, pour moi, j'ai été déclassée d'échelon 4 à 1 en janvier 2021 et j'ai vu d'anciens internes que j'ai encadrés pour leur mémoire de thèse ou de DES être nommés échelon 2. Je suis vraiment heureuse pour eux et je ne comprends pas cette inéquité. D'ailleurs, Jeunes Médecins a déposé un recours auprès du Conseil d'État et plus de 8000 PH ont fait un recours devant le tribunal administratif pour contester ce reclassement. Le Ségur, qui concerne également les paramédicaux, n'a pas été suffisant de leur côté également. Ça n'a pas permis de juguler l'hémorragie de ces soignants. Dans mon CHU, par exemple, on estime à 200 ou 260 lits fermés par manque de personnel paramédical. Les chiffres restent toutefois opaques. Tout ça, ça se passe dans un système de santé qui est vraiment hospitalo-centré en termes de formation et de prise en charge. En effet, il faudrait profiter en fait de ce contexte d'ouverture avec le numerus apertus, je pense, pour que nous formions plus de médecins généralistes, notamment, quitte à ce que ceux-ci se spécialisent dans une autre spécialité ambulatoire en plus, comme par exemple la pédiatrie, la gynécologie médicale ou encore les urgences. Ça permettrait, et il faudrait également permettre aux internes de médecine générale d'accéder à plus de stages ambulatoires.
et les former à la gestion notamment des cabinets. Cette formation logistique, elle est trop parcellaire au cours de leur internat. Cela aiderait également à la création en fait, des maisons de garde pluriprofessionnelles de premier recours en fait, qui permettraient de désengorger les urgences hospitalières qui sont actuellement un des seuls remparts face à une désertification médicale galopante. Concernant l'interconnexion ville-hôpital, elle est insuffisamment exploitée, comme le disait mon collègue, du fait notamment de logiciels médicaux qui sont pluriels. Les professionnels sont actuellement insuffisamment formés aux logiciels uniques, tels que l'espace numérique de santé, qui a succédé en début d'année au DMP. Et la convergence de ces logiciels, on le sait, il permettrait de faciliter les échanges entre les professionnels et améliorer la prise en charge des patients notamment, surtout. D'ailleurs, concernant aussi l'exercice mixte, il y a un nouveau statut unique de praticien hospitalier qui doit voir le jour prochainement. Or, déjà, il ne répond pas aux besoins actuels de liens à resserrer entre ville et hôpital, du fait d'une clause de non-concurrence qui empêchera les PH d'exercer en libéral dans un rayon de 10 km. Donc, c'est en contradiction avec l'objectif initial de ce nouveau statut, qui était de favoriser un exercice mixte. Concernant les mesures qui ont été prises pour l'attractivité hospitalo-universitaire, elles sont insuffisantes. Il serait vraiment nécessaire de revaloriser les salaires de ceux qui s'engagent dans la voie hospitalo-universitaire tout le long de leur carrière, d'intégrer leur temps de travail hospitalier dans le calcul de la retraite, ce qui n'est pas encore fait. Il faudrait plus de transparence également et de visibilité au niveau des postes. Et c'est vraiment nécessaire pour ceux qui veulent s'engager pleinement dans cette carrière, parce qu'il y a beaucoup trop de déçus à la fin. Et du fait des changements sociétaux, il faut vraiment une attention particulière pour l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle dans cette voie notamment. Donc voilà un panorama des difficultés actuelles et quelques solutions qui sont proposées par Jeunes Médecins. Et nous vous avons également remis en début de séance notre livret blanc avec justement des propositions et notamment dans d'autres champs d'action. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup également. Madame Renker. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Je représente donc l'ISNAR-IMG, qui est la structure représentative des internes de médecine générale. Et à l'heure actuelle, on sait que de très nombreux internes sont en extrême souffrance du fait de la situation de l'hôpital. J'aimerais donc profiter de cette intervention pour vous apporter quelques éléments de contexte et faire le lien avec la situation en médecine de ville. La pandémie actuelle n'a fait que mettre en lumière un mal-être déjà présent depuis de nombreuses années. Nos organisations en font le constat régulièrement à travers les enquêtes santé mentale, dont les résultats sont toujours plus catastrophiques. Celle de 2021 a montré qu'un étudiant sur 4, ce chiffre de 25%, un étudiant sur 4 a présenté un épisode dépressif caractérisé sur les 12 derniers mois. Ce qui est à la base d'une vocation devient de plus en plus un fardeau. Depuis plusieurs années, nous assistons à une lente agonie de l'hôpital public. Une réforme d'envergure doit être réalisée. Les jeunes médecins sont porteurs de solutions et d'initiatives pour améliorer cette situation. L'attractivité de l'hôpital public doit être une des priorités des établissements. Les jeunes aspirent à une meilleure qualité de vie, leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Actuellement, 70% des internes déclarent travailler au-delà des 48 heures hebdomadaires qui sont légales, et cela en toute impunité. Une remise en question globale des conditions de travail des internes doit voir le jour, avec une généralisation des tableaux de service, nous permettant de suivre notre temps de travail. Mais cela doit aller plus loin. Nous réclamons des sanctions à destination des établissements ne le respectant pas. La prise en compte du temps de travail et de la qualité de vie dans la délivrance des agréments de stage, la possibilité de retirer ou suspendre les agréments en cas de violence. De manière générale, il faut revoir la culture du monde hospitalier qui normalise, voire encourage les violences, les humiliations, les agressions. Les chiffres sont effarants. Un étudiant en médecine sur 4 déclare avoir subi une forme de harcèlement. La même proportion rapporte des humiliations. Et on dénombre jusqu'à 3% d'agressions sexuelles. Les annonces gouvernementales nous laissent espérer des améliorations en ce sens. Cependant, la maltraitance quasi institutionnalisée de nos services hospitaliers demande un investissement constant et des changements systémiques. Il est temps de remettre la bienveillance et la solidarité au cœur de notre système de soins.
Cette problématique du temps de travail touche durement les internes qui sont pressurisés pour maintenir à flot des hôpitaux presque submergés. Le manque de moyens matériels, le manque de moyens humains, la vétusté de certains locaux, l'épuisement des personnels, tout ceci aboutit à une perte de sens de nos métiers qui ne présentent plus d'attrait pour les jeunes générations pleines d'espoir. J'ai bien conscience que ces problématiques aggravent les difficultés déjà présentes de recrutement et de fidélisation du personnel médical. J'aimerais insister sur l'impact négatif que ce problème a sur les internes, particulièrement ceux de médecine générale qui réalisent des stages dans les petits centres hospitaliers, encore plus durement touchés par la pénurie de médecins. En effet, comment obtenir une formation de qualité quand les médecins seniors supposés nous épauler et nous enseigner sont eux-mêmes bien trop débordés ou bien changent tous les mois ? Une réorganisation du système doit voir le jour, permettant de libérer du temps médical en diminuant les charges administratives et en augmentant le temps passé auprès des malades. Mais le manque de temps et de moyens ne sont malheureusement pas l'apanage de notre hôpital. Le milieu ambulatoire est également en souffrance. Les médecins généralistes, pierre angulaire du système, sont en tension et ne sont même pas à même de répondre à la demande de soins. Le nombre de médecins généralistes a diminué, au profit d'une augmentation du nombre total des autres spécialités. Le constat est là, nous ne sommes pas assez nombreux. En parallèle, l'augmentation et le vieillissement de la population ont créé un besoin de soins plus important, avec une augmentation des pathologies chroniques, des problématiques de maintien à domicile et des prises en charge toujours plus complexes et chronophages. Les problématiques liées au vieillissement sont plus prégnantes que jamais et nécessitent de revoir l'organisation du système de soins afin de permettre une prise en charge coordonnée entre les différents professionnels avec des moyens de communication adaptés. Pour autant, les jeunes ont toujours l'envie de soigner et d'aider la population. 80% des internes de médecine générale envisagent un exercice en milieu rural ou semi-rural. Alors qu'est-ce qui pourrait aider ces jeunes médecins qui souhaitent s'installer ? La création de guichets uniques, facilitateurs d'installation pour les jeunes générations, permettrait de simplifier les démarches et supprimerait un frein important. Les aides financières seules ne peuvent suffire à résoudre ces problématiques. Elles doivent permettre d'initier un accompagnement du jeune médecin dans son installation. La présence de services publics, de transport, d'un emploi pour le ou la conjointe sont tout autant de leviers permettant de rendre les territoires attractifs. Pour les internes, et selon l'enquête sur les déterminants à l'installation du Conseil national de l'Ordre des médecins, le premier facteur déterminant l'installation est la proximité familiale. Et le deuxième, la présence de services publics. L'aspect financier, bien que n'étant pas majoritaire, reste un des moyens d'action possibles. En ce sens, le nouveau contrat de début d'exercice, qui a été lancé en février dernier, permet non seulement une aide financière, mais également une couverture sociale majorée. Il doit être développé et proposé le plus largement possible aux jeunes générations. Autre levier d'action pour favoriser l'installation et encourager les jeunes à s'installer dans les territoires sont le développement des stages en milieu ambulatoire. Pour permettre la découverte des territoires, les étudiants doivent pouvoir y être accueillis dans des bonnes conditions, notamment via les développements des hébergements territoriaux d'étudiants en santé, les augmentations des indemnités de transport qui est actuellement à 130 € par mois et a été figée depuis 2014. Ce sont des leviers qui permettent les implantations des internes. La formation doit cependant rester qualitative et ne pas dégoûter préalablement des étudiants déjà éprouvés par un système maltraitant. Actuellement encore trop centrée sur le CHU, la formation doit s'ouvrir à la multitude des exercices possibles en médecine. Et si je devais choisir un mot sur ce qui manque aujourd'hui à notre système de santé, je pense que c'est la bienveillance. Remettre la bienveillance au cœur de notre système de soins, c'est de permettre à chaque étudiant de découvrir les multiples facettes de la médecine et de s'épanouir dans cette merveilleuse profession qu'ils ont choisie. C'est permettre à chacun d'exercer librement, sans contrainte à l'installation et remettre la confiance aux mains des professionnels, garants d'un système de santé pour lequel ils s'échinent déjà. La bienveillance, c'est garantir à tous les soignants un épanouissement professionnel, permettant un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, propice à la pérennité de notre système de soins. Et enfin, c'est redonner à tous les soignants les moyens d'apporter des soins dignes et de qualité à l'intégralité de la population. La bienveillance pour les soignants aujourd'hui, c'est de permettre de construire un système de soins qui sera bénéfique à chacun de nos patients plus tard. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup également. Docteur Le Chevalier. Docteur Le Chevalier, vous m'entendez ? Je suis là, vous m'entendez ? Oui, on vous entend, on vous écoute. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Donc, je représente le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants. Donc, les médecins généralistes installés depuis moins de 5 ans, remplaçants et jeunes universitaires. Donc, la vision que je vais vous rapporter est la vision vue par les jeunes médecins généralistes, donc qui ont un exercice majoritairement ambulatoire.
mais on ne peut pas parler d'hôpital sans parler d'ambulatoire. Donc, comme l'a dit ma consoeur Dr Renka, on voit une augmentation de la charge de travail en ambulatoire liée à plusieurs facteurs, donc l'augmentation de la population, du vieillissement de la population avec ces pathologies chroniques et une diminution du temps médical également, puisque les médecins généralistes de notre génération n'ont pas d'aspiration à travailler, à avoir la même charge de travail que leurs aînés. Et on voit aussi globalement une surmédicalisation de la société en France avec un recours à la consultation pour des motifs administratifs, que ce soit des certificats, les arrêts de travail pour des pathologies bénignes ou des pathologies qui pourraient être gérées à la maison, éventuellement avec l'aide des autres professionnels de santé, que ce soit les pharmaciens, les infirmières, etc. Et globalement, d'une façon générale, assez peu d'éducation à la santé en France, ce qui fait qu'il y a une demande de soins qui est importante, et cette demande de soins en ambulatoire se répercute inévitablement pour tout ce qui est du soin non programmé vers les services d'urgence. Donc on voit des services d'urgence qui sont saturés par des pathologies qui pourraient être vues en médecine de ville et qui ne peuvent pas, suite à une absence de réponse possible par surcharge de travail. Globalement, les urgences sont également la porte d'entrée de l'hôpital. Pour un médecin généraliste, c'est très compliqué d'adresser un patient directement dans le service qui est concerné pour la pathologie qu'il a. Très généralement, on demande au médecin d'adresser le patient aux urgences. Donc, ce qui entraîne également une charge de travail pour les urgences qui n'est pas justifiée puisque le patient va de nouveau passer par les urgences puis être réorienté par le service hospitalier qui le concerne. Globalement, le regard de la médecine générale sur les patients hospitalisés, sur les hospitalisations, on voit qu'il y a des prises en charge de plus en plus rapides, avec des objectifs de durée de séjour, sans forcément d'anticipation de la suite de la prise en charge en ambulatoire, avec une communication insuffisante du côté médical, donc entre les médecins, et une absence d'anticipation de certaines problématiques médicales et sociales. Donc concrètement, c'est des patients qui manquent d'autonomie, qui sont envoyés à la maison puisqu'il n'y a pas de possibilité de les garder en ambulatoire, en hospitalisation, parce qu'il y a des objectifs de durée de séjour, et qui se retrouvent avec des problématiques de manque d'autonomie ou alors des problématiques médicales qui n'ont pas pu être gérées à l'hôpital par manque de temps et qui se retrouvent à être gérées en ambulatoire avec des moyens qui sont souvent insuffisants. De façon plus générale, on déplore un manque de communication entre les hospitaliers et les libéraux. C'est très compliqué en ville d'avoir des avis des hospitaliers. Et on attend désespérément un dossier médical en ligne, donc qu'on nous promet depuis plusieurs années, mais qu'on ne voit toujours pas. La vision qu'on a aussi sur le système hospitalier, donc ma consoeur l'a décrit, mais c'est le manque de modernisation au niveau du système informatique. Il y a un manque d'homogénéité des systèmes mis en place, avec des systèmes qui sont parfois obsolètes, et d'ailleurs on voit régulièrement que les hôpitaux sont victimes de malware et malheureusement avec un système qui ne permet pas une protection optimale. Je vais parler plus spécifiquement de la santé mentale, puisqu'on voit que les places en hospitalisation, les ressources au niveau hospitalier et également les ressources en CMP sont largement insuffisantes, que ce soit pour la psychiatrie adulte et particulièrement pour la pédopsychiatrie, avec des situations qui dépassent le champ de la médecine générale et des patients qu'on trouve en souffrance sans pouvoir leur apporter de réponse. Et pour parler plus spécifiquement de l'attractivité de l'hôpital, donc ce qu'on constate lors de notre passage à l'hôpital et ensuite de l'extérieur, c'est des conditions financières qui sont qui sont pas satisfaisantes, avec des échelons bloqués pendant plusieurs années. Pour les paramédicaux, des passages au CDI plutôt qu'à la titularisation, avec des avantages qui sont inférieurs à la titularisation. Mes consoeurs et confrères en ont parlé, mais des internes étudiants qui sont utilisés comme de la main-d'œuvre bon marché, avec un encadrement lacunaire qui les découte du travail hospitalier.
On voit aussi une externalisation des prestations à l'hôpital, donc des recours à certaines entreprises plutôt que des embauches hospitalières. Donc je pense par exemple pour l'entretien des locaux, mais également des facturations supplémentaires qui sont réalisées pour les patients, donc que ce soit la chambre seule, mais je parle aussi des coûts de stationnement qui sont maintenant facturés aux patients, et des dépassements d'honoraires qui sont de plus en plus pratiqués dans l'hôpital public. Et pour finir, bien sûr, les conditions de travail à l'hôpital qui sont déplorables, avec une charge de travail importante, que ce soit pour les personnels médicaux ou paramédicaux, des horaires longs, peu de reconnaissance du travail fourni, et une impression pour les professionnels de courir après le temps et de ne pas faire du travail de qualité, avec du manque de matériel, des personnels ballottés dans les services, et surtout un manque d'accompagnement psychologique, particulièrement sur les services qui ont été concernés actuellement par l'épidémie qui est toujours en cours. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que ces soignants qui s'engagent dans l'hôpital public, ils le font avec le goût du service public, avec l'envie d'aider les autres, l'envie du soin, sans question de rentabilité. On a vu l'espoir pendant la crise du Covid. On s'est dit qu'il y avait peut-être un espoir avec le quoi qu'il en coûte, qu'on refocalise sur le soin et qu'on arrête d'avoir une logique de rentabilité concernant le système de santé. Et malheureusement, j'ai peur qu'on soit revenu là-dessus. Merci de votre attention. Alors, merci à Boukat quand même de nous avoir exposé en un temps très ramassé une foultitude de problématiques. Voilà, je pense que les échanges vont être très, très denses. Et je passe tout de suite la parole à notre rapporteure Catherine Deroche. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir synthétisé de façon bien concise les problématiques que l'on sentait poindre. D'abord qu'on avait déjà pour certaines identifiées au fil de nos travaux de parlementaires, mais depuis le début de cette commission d'enquête. Alors je vais parce que on a à la fois on s'est à la fois centré sur l'hôpital, le travail des internes, mais aussi sur ce qu'est l'exercice à la sortie des études. Si je reviens à l'hôpital, on voit bien qu'il y a un recul de l'attractivité. Ce que vous dites sur les histoires d'échelons et de carrière, c'est un peu ubuesque, quoi, que quelqu'un... Ça, on l'avait évoqué lorsqu'on avait travaillé un peu sur les suites du Ségur avec le ministre Véran. Il nous disait que ce n'était pas le cas, mais les chiffres sont là et les tableaux sont là. Quelles seraient selon vous, vous les avez un peu abordées, mais des mesures susceptibles, parce que bon, il y a des mesures à long terme que l'on va préconiser, mais il y a aussi un besoin d'avoir des actions qui aient un effet rapide sur l'hôpital. Est-ce qu'il y a des mesures susceptibles de mobiliser rapidement et durablement un nouveau vivier de praticiens? On pourra avoir les mêmes questions sur les autres professionnels de santé, mais là, on va rester sur les médecins. Ça, c'est le premier point. Vous avez un peu abordé aussi les conditions actuelles de formation lors de l'internat. C'est notamment vrai pour la médecine générale, avec cette volonté de s'ouvrir sur l'extérieur. Alors, sur le temps consacré aux tâches administratives, ça a été évoqué, et souvent on nous dit, mais nous, on aimerait être auprès du patient, faire notre job de soignant, et on croule sous des tâches administratives qui nous plombent une partie de nos journées. Quelles sont les pistes d'amélioration? Parce que on dit aussi, d'un côté, l'hôpital est suradministré, il y a trop d'administratifs à l'hôpital, c'est un peu un lieu commun de dire ça, hein. On est plus administratif que d'autres pays. En même temps, si on veut décharger les soignants de tâches administratives, il faudra que quelqu'un le fasse. Sauf à penser qu'on peut rationaliser les tâches administratives demandées, parce que si c'est enveloppe constante de tâches administratives, si ce n'est pas un soignant qui le fait et quelqu'un d'autre le fera, on va encore enchérir l'administratif. Mais quels sont, selon vous l'avez un peu abordé à travers l'informatisation. Ça, je pense que c'est une piste d'amélioration substantielle de temps administratif. Mais est-ce qu'il y a d'autres pistes
qui permettrait de rééquilibrer votre temps de travail. Exercice mixte, vous l'avez un peu abordé, et la permanence des soins, excusez-moi, permanence des soins, vous l'avez abordé. Je vais revenir maintenant sur le volet installation du territoire, parce qu'on voit bien que si on veut que l'hôpital aussi retrouve un peu un souffle avec un renforcement des humains qui est indéniablement à faire. Mais il faut aussi que, à côté, en amont ou en aval, il puisse y avoir une organisation du soin à l'échelle d'un territoire et à l'échelle d'une population qui soit pertinent. Qu'est-ce qui pousse un médecin à s'installer sur un territoire ? Et est-ce que la présence par exemple, des CPTS qui ont été un outil qui a été mis dans la boîte à outils, est-ce que c'est quelque chose qui contribue ? Et quels sont les obstacles ? Vous l'avez un peu abordé avec le travail du conjoint, les services publics. Mais qu'est-ce qui pousse ? Qu'est-ce qui est le plus attractif pour un jeune médecin qui termine ses études ? Voilà, Alors, je vais vous repasser la parole à tous les quatre, puis on va faire dans l'ordre inversé. Vous pouvez répondre à tout ou partie des questions. Vous n'êtes pas obligé de tous répondre à toutes les questions, mais le rapporteur a besoin de réponses à toutes ces questions quand même. C'est normal. Je voudrais juste ajouter une remarque. Moi, j'ai été très marqué par tout ce que vous avez dit, mais j'ai entendu quand même la culture du monde hospitalier encourage les violences et les agressions. Je pense que si des Français entendent ça, ils tombent de leur chaise, parce que pour tout le monde, la culture du monde hospitalier et des soignants, c'est la bienveillance et c'est l'empathie, et c'est pas les violences et les agressions. Donc, est-ce que c'est la dégradation des conditions, ou est-ce qu'il y a quelque chose structurellement qui encourage ces violences, ces agressions ? Docteur Le Cheval. Alors après, je vous précise que l'ensemble de nos collègues vous posera des questions. Pour compléter ce que vient de dire Bernard Jaumier, moi j'avais auditionné à titre comme ça, en face à face, les étudiants, et notre commission recevra le 26 janvier l'association des étudiants qui ont sorti un livre blanc sur la forme de maltraitance qu'ils subissent. Et nous aurons aussi ce matin-là, nous souhaitons entendre la conférence des doyens. Alors, docteur Le Chevalier. Merci. Je vais commencer par votre dernière question. La culture de la maltraitance à l'hôpital. Je pense que quand on peut pas être dans l'empathie quand on est en souffrance. Donc mes collègues l'ont décrit, les études le montrent, les étudiants, les internes en médecine sont en souffrance. Je pense qu'on peut le dire. Les professionnels paramédicaux sont en souffrance. Quand on est en souffrance soi-même, on ne peut pas être ouvert à la souffrance de l'autre. On ne peut pas vouloir prendre soin de l'autre. Quand on est maltraité dans son travail, on n'a pas envie de bien traiter l'autre. Quand on n'a pas de temps pour bien s'occuper de l'autre, on est maltraitant. Un patient, par définition, c'est une personne... je dirais pas en souffrance, mais qui a un besoin et qui est en situation de vulnérabilité. Quand on est en situation de vulnérabilité, on est beaucoup plus sensible à la façon dont on nous traite. On peut traiter au sens large, bien sûr, mais je parle pas seulement d'un point de vue physique, traité d'un point de vue physique, mais comment on est traité d'un point de vue psychique. Donc il y a ces éléments. Donc on ne peut pas attendre d'un professionnel en souffrance. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il s'occupe bien d'un patient. Et ça, on parle de l'hôpital, mais c'est pareil pour l'ambulatoire, c'est pareil pour le médico-social, c'est pareil pour les EHPAD. Si on ne règle pas ce problème de souffrance des soignants, on ne peut pas régler le problème de maltraitance des patients. Donc voilà, ça c'était pour le côté empathie. Ensuite, je reviens sur vos questions qui se rapportaient plus pour ce qui est des jeunes médecins généralistes. Qu'est-ce qui est attractif pour un médecin généraliste pour s'installer ? Alors en fait, je pense qu'il y a, malheureusement, il y a une erreur dans la question. Parce que le problème, ce n'est pas que les jeunes médecins ne s'installent pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de temps médical à offrir pour avoir une réponse aux besoins de santé de la population. Donc, les médecins, vous pouvez essayer de faire installer tous les médecins remplaçants de France, parce que c'est eux souvent qu'on vise, puisque c'est eux qui ne sont pas installés.
vous n'arriverez pas à résoudre le problème de l'accès aux médecins traitants. Il y a une augmentation de la consommation de soins, donc on l'a dit, pour les raisons d'augmentation de la population, pour les raisons de vieillissement de la population, d'augmentation des maladies chroniques, et donc je l'ai dit aussi, pour des raisons de consommation de soins inappropriés, sur des pathologies bénignes pour lesquelles une éducation à la santé pourrait suffire pour expliquer aux patients que quand on a le nez qui coule depuis 24 heures, c'est pas la peine d'aller voir son médecin. Il y a des solutions qui existent à la maison. Pour un rhume, pour une gastro-entérite, il n'y a pas besoin de consulter. Mais malheureusement, il y a aussi des consultations qui sont faites à but administratif, avec des certificats médicaux, que ce soit les arrêts de travail, les enfants malades, les certificats médicaux pour la crèche, etc. Des choses qui prennent du temps et sur lesquelles on demande l'expertise d'un médecin. Qui n'est pas nécessaire. Là, c'est de la paperasse qui ne sert à rien. Et malheureusement, qu'on demande aux patients et que les patients nous demandent. Et voilà, qui fait perdre du temps à tout le monde. Ensuite, comment gagner du temps administratif? Comment faire en sorte que le médecin fasse de la médecine et moins des papiers? Donc là, je l'ai dit un petit peu pour ce qui est des consultations. Mais la simplification de l'entreprise libérale, c'est un des facteurs. Donc ça a été fait notamment avec les assistants médicaux. Mais pardon, docteur Chevalier, mais on parle de l'hôpital tout de même. Je sais, bien sûr, vous pouvez nous parler de la médecine de ville, mais les questions de la rapporteure portent sur l'hôpital. D'accord, donc écoutez, pas de problème. Juste un point, vous vous demandiez est-ce que les CPTS c'est attractif? Alors, les CPTS pas directement, mais l'exercice pluriprofessionnel, les maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est attractif. Et donc, comme Madame Rinker l'a expliqué, l'enquête sur les déterminants à l'installation montrait aussi que le fait d'avoir des attaches familiales sur un territoire, le fait d'avoir des services publics sur un territoire, le fait d'avoir fait ses études sur un territoire, c'est des facteurs qui sont attractifs. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Madame Rinker ? Oui, merci. Je vais faire l'inverse, je vais prendre dans le bon sens, dans le sens que vous aviez donné pour la réponse aux questions. Concernant les mesures immédiates pour l'hôpital, j'ai beaucoup parlé de qualité de vie, nous avons tous beaucoup parlé de qualité de vie, et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut axer, parce qu'à l'heure actuelle, ce qui est très important, c'est effectivement d'attirer les soignants vers l'hôpital, et ça ne pourra pas se passer si les soignants pensent avoir une mauvaise qualité de vie en allant à l'hôpital public. Et je pense que c'est des choses qui sont assez, qui peuvent se résoudre, notamment sur les horaires de travail, sur ces tâches administratives dont je parlerai également. Pour prendre un exemple très réel, pour le coup, qui a été vécu et qui est encore vécu par de nombreux étudiants en médecine, une des tâches majoritaires des externes consiste à faire des fax. Donc nous prenons des fax, nous prenons un bon d'imagerie et nous allons le faxer pour qu'il aille dans le service à côté. Ça, c'est quelque chose que l'ensemble des externes étudiants en médecine font. Mais quand même, il y a un certain nombre d'hôpitaux qui sont équipés de systèmes informatiques pour demander l'examen. Non, le fax est encore majoritaire. De ce que moi j'en ai connu, oui, je pense que mes collègues pourront... bon, ça, on a arrêté. Et Pigeon, ça pourrait être sympathique, on pourrait aussi s'entraîner. Bien, donc vous faites des fax, quoi. Les externes écrivent les fax, voilà. Ouais, les externes font des fax. Donc effectivement, il y a déjà cette problématique de tâches administratives qui en fait serait très simplement résolue par un outil numérique. Mais également, en fait, ces externes, ils sont censés apprendre leur métier. Et donc de commencer nos études dans un milieu hospitalier dans lequel notre tâche principale consiste à faire des fax ne nous donne effectivement pas forcément envie d'y retourner par la suite, ce que je peux comprendre également. En dehors de cette petite histoire de fax, je ne reviendrai pas sur les déterminants à l'installation que j'avais déjà expliqué tout à l'heure. Donc effectivement, l'enquête du Conseil de l'Ordre montrait bien que c'était la proximité familiale. Donc le fait d'avoir une famille sur place, ça aide à l'installation, et surtout les services publics. Le fait d'avoir des postes, le fait d'avoir des transports également, les gares, ce sont des choses qui attirent les médecins dans les territoires. Et enfin, pour parler de la maltraitance hospitalière, je voulais juste redonner un chiffre qui a été issu de l'enquête santé mentale, qui démontrait que 76% des violences qui ont été déclarées ont été subies à l'hôpital. D'où cette phrase.
Voilà. Bien, docteur Chamaro-Tran. Alors, pour répondre aux questions de Madame la rapporteure, pour les mesures susceptibles de juguler là tout de suite l'hémorragie, ou même trouver un retour de péage vers l'hôpital, les faire revenir, il faudrait reprendre en fait leur ancienneté. Là actuellement, il y a beaucoup de médecins qui aimeraient revenir à l'hôpital, mais leur ancienneté n'est pas reprise et ils seraient classés sur des échelons assez bas. Et quand tout à l'heure je vous parlais du déclassement des péages, il y a eu même une petite note pour cette nouvelle grille salariale qui stipulait que les péages qui démissionnaient pour repasser le concours ne seraient pas classés avec... ils resteraient sur l'ancienne... avec leur ancien échelon de démission et c'est tout. Alors c'est vraiment... Voilà. Donc je pense que la correction de la grille salariale immédiatement pourrait stopper l'hémorragie. De même qu'une permanence des soins revalorisée à l'hôpital. Une nuit de garde, elle n'est pas cher payée, elle n'est pas prise en considération, alors que vraiment, l'hôpital étant le dernier recours, on se retrouve vraiment dans des situations catastrophiques la nuit, épuisantes. De même, il y a une réelle surcharge de travail sur certains secteurs où pourtant le nombre d'équivalents temps plein est censé... où tous les postes sont pris, mais c'est qu'il n'y a pas eu de réévaluation de la nécessité de création de postes. Et il y a beaucoup d'hôpitaux qui ne veulent pas créer de nouveaux postes sur certains services. Au niveau des tâches administratives, effectivement, on en a beaucoup à l'hôpital sur des choses qui pourraient être effectivement faites par des secrétaires médicales. Malheureusement, les secrétaires médicales, il n'y en a pas beaucoup sur le marché non plus. C'est, dans tous les hôpitaux, il y a un réel déficit en secrétaires et on est amené à prendre nous-mêmes les rendez-vous pour nos patients lorsqu'on a besoin d'un avis spécialisé. On a supprimé des postes de secrétaire médical ou ça ne suit pas en tout cas, je sais que ça ne suit pas et je ne sais pas s'ils en ont supprimé, mais de toute façon, actuellement, il n'y en a pas assez sur le marché, que ça soit dans le libéral ou dans le public. Ça, c'est sûr. Et alors qu'il y a, par exemple, des pistes qu'on pourrait... pour pouvoir recruter, par exemple, les aides-soignantes qui sont en arrêt maladie sur des problèmes de lombalgie qui ne peuvent pas être classés sur ces postes-là. On pourrait peut-être les reformer. Elles ont une culture médicale qui est là et qui pourrait faciliter leur intégration, mais il semblerait que c'est plus facile de les garder en arrêt maladie que de les reformer sur des problèmes administratifs, de financement, tout ça. Donc peut-être une piste à explorer à ce niveau-là. Pour attirer peut-être et enlever ce côté de suradministration, par exemple le concours de PH pourrait être pour garder nos chefs de clinique et assistants à l'hôpital, on pourrait faciliter le concours de PH puisque tout le dossier est finalement à l'hôpital. Ça pourrait être l'hôpital qui aide à monter ce dossier pour envoyer au CNG, alors qu'actuellement c'est le PH en lui-même celui qui veut devenir PH qui doit monter son dossier et il y a parfois des ratés, notamment pour récupérer tous les dossiers, toutes les preuves de leur engagement sur les différents centres où ils étaient. Donc on avait parlé déjà de la rationalisation du temps par l'informatisation et effectivement il y a beaucoup de temps perdu pour récupérer les examens et parfois effectivement c'est plus facile de redemander un examen que d'aller essayer de le récupérer dans un cabinet ou dans un autre hôpital. Pour la réorganisation régionale de la santé, je pense que effectivement c'est une piste par exemple, si on prend exemple sur les Allemands où ils ont des ministres de la santé au niveau de chaque Länder, et c'est sûrement des pistes à explorer sur l'optimisation des besoins de santé pour une région.
Concernant l'attractivité, donc on avait effectivement, par rapport à mes collègues, il y a aussi, je pense, tout ce qui est facilitant que ça soit même pour les jeunes médecins, et les personnels paramédicaux. Donc on est en âge de procréer à ce moment-là, et les facilités de mode de garde des enfants, et ça c'est vraiment important. Dans mon hôpital, avant, il y avait donc beaucoup de places en crèche, il y en a de moins en moins. Il y avait même des centres aérés pour les mercredis, ça a été supprimé ça. Et je pense que ça peut vraiment enlever une charge mentale à tous les soignants, que ce soit même les femmes ou les hommes, puisque les changements sociétaux sont là actuellement pour ces modes de garde. Pour ce qui concerne la culture de la violence, même si je pense que j'ai peut-être la chance d'avoir une équipe où on reste empathique, on se serre les coudes. Effectivement, au cours de ma formation, j'ai entendu des phrases comme « la gentillesse n'a jamais sauvé de vie », ou encore le fait, on a une culture quand même de la performance jusqu'au boutiste, comme rien que le fait de faire des guerres de 24 heures, on sait très bien, l'origine de ces guerres de 24 heures, c'était vraiment pour pousser la formation des médecins dans la culture de la performance, pour forger leur caractère, historiquement, alors que personnellement, au bout de 24 heures, les décisions sont vraiment difficile à prendre, et je pense pas que ça soit intéressant de pousser jusqu'à 24 heures une garde. Voilà. Monsieur Casanova, merci, docteur. Des mesures immédiates et durables pour sauver l'hôpital. Vous imaginez bien, et j'en suis bien désolé, imaginez qu'en un coup de baguette, on pourrait changer ce qui a mis 15 ans à être construit ou déconstruit, suivant comment on voit les choses. Donc j'ai aucune réponse à vous donner immédiate. Ce serait de la folie que d'imaginer que ça soit possible. En revanche, je crois à quelque chose, moi je crois en l'espérance et au fait de voir le bout du tunnel. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la perspective d'évolution de l'hôpital, elle est plus à la destruction, à l'affaissement total qu'à l'amélioration. En tout cas dans la vision des soignants. J'ai l'impression qu'ici personne ne me contredira. Et donc, amorcer un mouvement pour essayer de sortir de cette situation-là, ça donnerait de l'espoir aux soignants. Et ça, c'est porteur d'engagement. Aujourd'hui, il y a une lassitude qui est infernale parce que toutes les mesures, et je reparle du Ségur, le Ségur, il a eu, pas ici pour excusez-moi du mot, pour le flinguer, mais il y a, je crois, de la part des soignants, un ressenti très profond qui est celui de la différence très importante entre les moyens extraordinairement élevés qui ont été engagés, ce qui est une réalité incontestable, et l'incapacité à les visualiser de façon concrète. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été engagé, mais cette dichotomie, ce contraste-là, il est infernal, il est peut-être même plus décourageant. Quand le ministre dit, avec le Ségur de la santé, comme il avait dit en comité de suivi Ségur, on n'aura plus besoin de réformer l'hôpital pendant 10 ans, j'ai eu un serrement de gorge en me disant, mais comment peut-on dire ça ? Soit il en est convaincu, et je trouve ça excessivement inquiétant, soit il n'en est pas convaincu, et je trouve ça aussi inquiétant au fond. Voilà des propos qui vont me valoir encore une grande célébrité au ministère de la Santé. Mais je le crois vraiment, c'est extrêmement important. Ce ressenti-là, vous pouvez le demander à tous les soignants. Encore une fois, il y a énormément de bonnes choses qui ont été faites, notamment sur le volet numérique, ce qui me permet de venir dessus. Comment amorcer ce mouvement-là ? Eh bien, notamment, c'est de communiquer. Ça, c'est quelque chose qui donne envie aux soignants de rester. Quand je dis communiquer, c'est éviter, je vous avais donné l'exemple de ce patient qui est sur le brancard avec la pile de dossiers et les examens qu'on ne peut pas récupérer. Ça porte une charge extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que vous allez essayer de retrouver ces examens-là. Donc vous allez appeler des confrères, des consoeurs, des hôpitaux pour récupérer les examens. Mais vous imaginez bien que toutes les étoiles ne sont pas alignées. Donc la personne peut être éventuellement en congé ou partie ou en consultation. Donc ce qui pourrait paraître pour un coup de fil n'est pas un coup de fil, est une dizaine de coups de fil pour finir par avoir quelqu'un qui lui aussi a beaucoup de travail et peut-être va oublier d'envoyer le document, etc. La réalité, c'est ça. Personne n'imagine que c'est un coup de fil. La personne dit « Ah oui, je vous l'envoie tout de suite ». Jamais. Ça ne se passe jamais comme ça. Donc ça, c'est
c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est trouver sa place. Et trouver sa place, eh bien, ça commence par séparer définitivement le grade et la fonction. Si je voulais vous donner une mesure immédiate, c'est pas que je la souhaite, mais si vous voulez être choc, eh bien vous dites on supprime l'école de Rennes des directeurs d'hôpitaux et on recrute les personnes, je peux le dire, et on recrute les personnes non pas sur le corps, mais uniquement sur les compétences, sur le projet. C'est ça qui est au fond le plus important. Ça ne veut pas dire de jeter l'omerta sur un corps plus qu'un autre, mais ça veut dire on vous recrute non pas parce que vous avez fait telle école, mais on vous recrute parce que cette école vous a permis d'acquérir des compétences et parce que vous avez un projet pour cet établissement. Ça me paraît beaucoup plus sain. Et pareil pour les médecins. Pour les tâches administratives, je vous l'ai dit, le numérique, parce que et je sais qu'au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, la question de l'accès aux soins est un débat qui fait parler, et même dans les médias. Nous, évidemment, jeunes médecins, c'est toujours un peu inquiétant. Vous savez pourquoi? C'est notamment inquiétant parce que les propositions qui sont réalisées, je dois le dire, toutes celles que j'ai vues passer au Sénat et à l'Assemblée nationale, sont probablement inefficaces. Il y a un rapport de la DRES qui est sorti là en décembre, qui vient analyser les mesures qui sont efficaces ou non pour la lutte pour l'installation dans les zones sous-denses. Et ce qu'ils disent, et c'est évident, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'un des déterminants à l'installation, mais c'est d'une évidence folle, c'est de dire si j'ai mes proches, les gens que j'aime dans cet endroit-là, globalement, j'ai beaucoup plus de facilité à m'y installer. Et donc, me voilà à une conclusion par rapport à ça, c'est peut-être devrait-on réfléchir à la mixité sociale dans les études de médecine, qui font partie des études avec le taux de boursiers le moins élevé. Le jour où on aura des étudiants en médecine, plus évidemment qu'il y en a, mais c'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité du genre, vous avez des jeunes médecins qui viennent de quartiers défavorisés, que ce soit urbain, parce que ça aussi c'est des zones sous-denses, ou de quartiers, de zones rurales défavorisées, je peux vous assurer, ça ne va pas se régler tout de suite, mais je peux vous assurer que le problème va s'améliorer durablement. Et enfin, juste sur les violences, c'est peut-être pas le plus important pour moi, mais en tout cas celui qui me touche le plus, parce que ça fait 1 an qu'à Lisny on se bat contre ce problème gravissime. Mais je vais vous donner un élément de contexte qui vous fait comprendre, pas que les médecins et les soignants sont plus violents que les autres, mais que le monde médical, et l'hôpital en particulier, permet aux violences de prospérer. C'est très simple. Lorsque vous êtes interne, vous êtes séquestré 3, 4 ou 5 ans dans un établissement. Plus l'établissement est petit et plus vous êtes sûr de vivre un amour plus ou moins contrarié avec votre chef de service. Et votre chef de service, évidemment, il va falloir être conciliant, sage avec, parce que sinon vous pouvez vivre un véritable enfer. En médecine, lorsque vous êtes interne, vous ne pouvez pas changer de ville. Vous êtes affecté à cet établissement jusqu'à la fin. Donc vous êtes totalement à la merci. Si vous êtes affecté à Lille... Vous changez tous les semestres. Oui, vous changez tous les semestres, mais imaginons que vous soyez dans un centre hospitalier de taille tout à fait modérée. Vous allez changer tous les semestres, mais vous allez passer la majorité de vos semestres dans un service, celui de votre spécialité, avec votre chef de service, votre coordonnateur, qui est souvent les deux en même temps, qui lui aura tout le poids sur votre cursus universitaire et sur votre évolution hospitalière. Vous avez raison, vous n'y êtes pas à 100% du temps, mais un temps suffisamment significatif pour que ça puisse être dangereux. Donc c'est un contexte qui permet à tout cela de prospérer. Et j'aimerais que, si vous avez l'occasion puisque le rapport a été publié par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, l'exemple le plus marquant de ça, c'était l'affaire de Poitiers qu'on avait eu à traiter. L'affaire de Poitiers, c'est une directrice d'hôpital, Anne Costa, qui a été mise en examen pour homicide involontaire à l'hôpital Georges Pompidou de Paris, dans un contexte d'affaire de harcèlement. Et moi, je me retrouve avec des internes qui écrivent, je vous donne la substance des témoignages tous les matins lorsque j'allais travailler. Je n'attendais qu'une chose, c'était de me prendre un mur pour pouvoir en finir. J'ai vu des personnes en larmes des années après, alors même qu'elles avaient changé de spécialité, quitter la ville, ne serait-ce que le fait d'évoquer ce qui s'était passé là-bas. Eh bien aujourd'hui, à l'hôpital de Poitiers, évidemment lorsqu'on en a parlé à la directrice qui a eu ces différents témoignages,
les personnes en cause étaient le chef de service et le chef de pôle, elle a répondu « mais enfin c'est quand même de bons praticiens ». Vous savez, c'est la bonne vieille formule, il faut séparer l'homme de l'artiste. C'est évidemment excessivement inquiétant et c'est pour ça qu'à Poitiers, tout le monde part à La Rochelle et que plus personne ne veut rester à Poitiers. Je viens d'apprendre même que la seule personne qui voulait prendre un poste universitaire à Poitiers dans ce service de gynécologie obstétrique est partie, littéralement partie. Et enfin, la conclusion de ça, c'est quoi? Alors même que rien n'avait été fait jusqu'à ce que nous mettions le nez dedans, la directrice est toujours en poste, le chef de service et le chef de pôle ont perdu leur fonction administrative, mais sont évidemment toujours en poste. Et ça, c'est la preuve par A plus B que ce qui vient d'être indiqué est une réalité viscérale et très difficilement vécue. Bien. Je ne ferai pas de commentaires. Je vais passer la parole à mes collègues qui vont vous poser des questions et à nouveau, vous aurez tous la parole. Alors, vous allez avoir beaucoup de questions. On va commencer avec Florence Lassarade. Merci, merci à vous d'être venu exprimer tout ce que nous on pressent. Je pense que l'histoire du dossier numérisé, ça me paraît être moi une priorité. Mais ce qui est le plus prégnant là dans vos témoignages, c'est la maltraitance. Alors cette maltraitance, elle est due à des professeurs de CHU, puisque vous êtes tous formés en CHU finalement. Comment est-ce que vous envisageriez vous l'avez évoqué, certains d'entre vous, de pouvoir justement délocaliser votre formation dans des centres hospitaliers plus modestes et qui vous permettraient d'avoir peut-être une respiration dans votre cursus et où les médecins et les praticiens hospitaliers dont j'ai fait partie sont en appétence de recevoir et de former des étudiants, que ce soit des externes ou même des internes. Donc nous, dans les services périphériques, finalement, moi j'étais à Langon, si vous connaissez, on souffre vraiment de ne pas avoir d'internes qui aident au fonctionnement de service et pour qui ces services sont relativement épanouissants. Deuxièmement, ce que je voulais savoir, c'est quel est le poids parce que j'ai compris quand même qu'il y avait pour certains... les patients sont avides d'informations, ils arrivent beaucoup plus informés, plus ou moins bien d'ailleurs, mais ils ont besoin d'un temps passé auprès d'eux plus important qu'avant apparemment. Il y a une demande accentuée est-ce que la maltraitance peut aussi venir de l'usager? Est-ce que ça arrive forcément? Et j'avais une troisième question que j'ai oublié. C'est pas grave. Je pense que vous aurez des tas de questions. Merci Florence. Laurence Cohen. Oui, merci pour vos propos liminaires. Je trouve qu'ils corroborent toutes les rencontres qu'on a déjà pu avoir dans le cadre de la commission d'enquête et puis effectivement sur le terrain. Moi, je vais avoir, disons, deux pôles de questions. Effectivement, autour de l'hôpital, il me semble que le problème que vous avez souligné, c'est le problème de la gouvernance. Beaucoup, enfin une grosse partie. Et il me semble que la problématique, c'est quand même de redonner du pouvoir au personnel d'une manière générale, aux usagers, et de faire en sorte que les directeurs, enfin les gestionnaires, puissent être en accompagnement et pas en direction comme c'est aujourd'hui, où finalement ils sont là pour réduire les dépenses et donc avoir quand même une certaine toute-puissance sur les choix qui sont faits au niveau du budget de l'établissement, les choix qui sont faits au niveau aussi du projet. Donc c'est-à-dire redonner du pouvoir avec un conseil d'administration qui effectivement intervient sur notamment le budget, le projet de l'établissement, etc. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble que la maltraitance, pour une part, elle est effectivement, vous avez parlé d'une certaine culture, mais elle est aussi liée, pour moi, à la gouvernance et puis à la toute-puissance d'un certain
certain nombre de... L'hôpital manque, par exemple, il s'est basé sur la tarification à l'activité pour beaucoup. Il y a une perte, une hémorragie de personnel. Donc, Poitiers, c'est quand même clair. On va préférer garder des professionnels qui auraient dû être, de mon point de vue, ça n'engage que moi, renvoyés, mais parce qu'il faut garder les compétences. Et parce que, voilà. Donc, je trouve que là, c'est lié aussi à la gouvernance. Qu'est-ce que vous en pensez? Et troisième élément, toujours autour de ces questions-là, c'est sur le tutorat. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un d'entre vous l'a souligné, à partir du moment où les conditions de travail sont énormément dégradées, où il manque des personnels, où tout le monde court dans tous les sens, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, les infirmières, il n'y a plus cet accompagnement qui était quand même une lettre de noblesse de l'hôpital, où les personnes qui choisissaient d'aller travailler à l'hôpital disaient, bon, on a peut-être un salaire moindre, mais au moins on a cette qualité de tutorat, etc., d'accompagnement. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, modifier les conditions de travail est un aspect qui pourrait redresser la barre. Et dans le même ordre d'idée, j'aimerais avoir un peu plus d'éléments sur ce que vous avez souligné concernant les PH, en disant qu'il y avait eu en fait rétrogradation, je vais y arriver, parce que on avait eu l'occasion, c'était en mai 2020, sur ma proposition, Catherine Deroche avait organisé une audition du docteur Emmanuel Durand, qui est du syndicat national des médecins hospitaliers, et qui avait déjà dénoncé, on a déjà posé cette question au ministre Véran, qui n'a pas voulu à répondre. Donc, avoir peut-être un peu plus d'éléments sur les revendications et la façon dont elles sont accueillies. Et la toute dernière chose, c'est, vous avez parlé du lien avec l'ambulatoire. Là aussi, l'ambulatoire, ça fonctionne à partir du moment où c'est très encadré, c'est-à-dire où il y a des personnels en nombre suffisant, notamment paramédicaux. Or, il y a aussi une pénurie paramédicaux très, 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 très forte. Et est-ce que vous pensez que l'attractivité pour les jeunes médecins, vous n'en avez pas parlé, peut aussi passer par la création dans tous les territoires de centres de santé qui correspondrait donc à ce que beaucoup de jeunes médecins portent, c'est-à-dire des réductions du temps de travail, je pense aux horaires, un travail salarié et un travail d'équipe. Et le lien entre centre de santé et hôpital, parce que pour moi, ça travaille la main dans la main, c'est pas coupé. Merci. Je précise juste à mes collègues et puis à vous-même aussi que nous allons arrêter cette séance impérativement à 17h40. Voilà, que chacun ait une idée du temps. Nadia Sologou. Merci, donc je serai assez concise. Merci beaucoup, docteur, parce que vous avez assisté sur un point qui me tient particulièrement à cœur, à savoir, c'est des chiffres que j'arrive pas à récupérer. Si on sait qu'il y a 90% des gamins qui font leurs études de médecine qui viennent de la ville, faut pas s'étonner qu'ils n'arrivent pas à s'installer après dans la ruralité. Et je n'arrive pas à savoir, est-ce qu'on pourrait avoir la typologie, peut-être vous les avez, la typologie des étudiants qui font médecine, parce qu'auquel cas, il faut qu'on fasse des passerelles pour que les jeunes des territoires ruraux aient accès aux études de médecine, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Ben oui, mais c'est la deuxième année. Et voilà. Donc après, ce sera plus rapide. Vous n'aurez pas à me répondre parce que je voudrais vous livrer un témoignage. J'ai toujours l'impression de bien faire quand on est dans l'hémicycle, qu'on vote des exonérations fiscales, des seuils, des machins. Et je me suis rendu compte lorsque j'ai rencontré Mathilde Renker à Arleux, dans le Morvan, où vous avez fait un congrès d'internes en médecine cet hiver. Peut-être étiez-vous présent également. Et on a échangé et je me suis rendu compte que je faisais complètement fausse route parce que c'est vraiment le cœur, c'est l'attractivité, c'est leur donner envie. Et moi, j'étais vraiment une des plus motivées pour voter cet amendement qui devait vous obliger à venir faire une année supplémentaire dans les territoires ruraux. Je tapais du pied parce qu'il n'y avait pas encore le décret d'application. Et Mathilde me dit, mais si vous nous obligez à venir dans des stages dont vous n'avez pas vérifié ni la qualité, ni les conditions d'encadrement, ni comment on le fera, d'abord, si on est forcé, on va partir en courant et organiser les choses mieux et on viendra avec plaisir. Et voilà, je tenais à livrer ce témoignage parce qu'il faut constamment qu'on soit en lien avec vous, sinon on fait fausse route. Merci. Alors, en visio, nous avons Jean Sol.
Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, chers collègues, bonjour. J'ai 2-3 questions à vous poser. La première concerne tout particulièrement le mal-être que vous avez évoqué. Est-ce que vous pensez qu'il est plutôt corrélé à vos conditions de travail, c'est-à-dire d'exercice professionnel, ou corrélé à la représentation que vous aviez de votre médecin quand vous êtes rentré dans votre cursus d'études de médecine, et ce que vous avez trouvé donc à l'arrivée, ou ce que vous trouvez à l'arrivée dans nos établissements de santé, d'ailleurs qu'ils soient publics ou privés, ou en cabinet. Ça, c'est ma première question. Avez-vous donc, au regard de l'expression de ce mal-être et de ces 25% de collègues que vous avez évoqués étant dans une situation psychologique pas brillante, est-ce que vous avez au sein des institutions dans lesquelles vous travaillez des espaces d'écoute, de dialogue et de partage qui vous permettraient peut-être de décompresser? La question suivante touche à la charge administrative que vous avez beaucoup évoquée les uns et les autres. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots en quoi consiste-t-elle? Je vous remercie. Merci Jean. Et dernière collègue à poser des questions, Sonia de la Provoté, pardon. Provoté, pas oui, Provoté, oui. Sonia, pardon pour ce bafouillement malvenu. Voilà. Oui, mais merci beaucoup. Bon, moi, je suis très triste d'entendre tout ça parce que j'ai un souvenir absolument formidable et emballant. Et je vois Marie qui fait la même tête de mes études de médecine. Et j'ai fait du périphérique à l'époque. On était pris en charge. On apprenait plein de choses en dehors du CHU. Et vraiment, enfin voilà, il y avait une ambiance formidable et on était respectés. Et c'est vrai qu'on n'était pas très payés, mais on était récompensés par la formation et ce qu'on nous transmettait. Et donc, ma première question, c'est vraiment, est-ce que ça a changé à ce point, quoi? Je suis incroyablement... comment dire, folle de cette situation où, oui, de temps en temps, on était un peu martyrisés, mais on était nombreux à se défendre. Enfin, je sais pas, j'ai le sentiment que la situation s'est terriblement dégradée parce que tout ce que vous signalez, ça existait, mais pas dans les mêmes proportions, et on arrivait à lutter contre, quoi. Et donc, c'est vraiment ce sentiment-là. Voilà, donc je voudrais vraiment, si vous aviez quelque chose à dire, c'est qu'est-ce qui est le plus prégnant dans la façon dont les choses ont changé. Est-ce qu'il y a un manque de convivialité entre les étudiants? On avait des moments de soupape, on avait tout ça. Et est-ce que cette dimension-là est une dimension qui a complètement disparu? Ça reste quand même des études fantastiques et des métiers absolument formidables. Voilà. Ma deuxième question porte sur la suradministration, les protocoles, les surveillances, le fait que, effectivement, je peux témoigner, il y a des postes de secrétariat qui ont disparu, hein. Et il y a même des postes de secrétariat qui ont disparu au profit de plateformes de prise de rendez-vous, par exemple. Hein, à la PHP, c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, on a renforcé l'administration de bureau à l'hôpital et on a diminué l'administration de terrain. Donc, je pense qu'il faut quand même se poser la question de cette administration de terrain qui était utile et qui participait du collectif de soins dans les services. C'est-à-dire que le secrétariat, les soignants, tout le monde fonctionnait ensemble. Et peut-être que c'est cette dimension-là, finalement, de la proximité, l'organisation de proximité dans l'hôpital, je ne sais pas quel est votre point de vue, qui paraît nécessaire de remettre en place ou de renforcer ou de réfléchir. Et puis, il y a 2 réflexions. Les exercices mixtes ville-hôpital, ça se pratiquait beaucoup. Et on échangeait beaucoup avec la ville quand on était à l'hôpital. Les médecins venaient faire des vacations. Ça a été proposé dans ce que vous avez cité au départ. Est-ce que vous avez le sentiment que ça serait un élément très moteur pour permettre l'installation à la fois en ville et à la fois à l'hôpital, dans les hôpitaux généraux moins dotés ou dans des secteurs et des territoires où il y a une forme de désertification
spécialisation médicale. Et est-ce que pour vous, c'est une mesure majeure à mettre en place et à renforcer? C'est ce qui a été supprimé en premier dans les hôpitaux pour des raisons gestionnaires et budgétaires. C'est les premiers trucs qui ont été supprimés. Et le deuxième sujet que vous avez évoqué, et sur lequel je voudrais avoir votre avis, vous avez évoqué le fait de se spécialiser dans des autres exercices médicaux. La pédiatrie a été évoquée, la gynécologie. C'était tout ce qui relevait des CES avant que tout passe en DES. Voilà, moi je fais partie de ceux qui ont connu cette époque-là, la disparition des CES. Et clairement, on arrive à la fin des CES en ville, là, tout le monde part, en cardio, en ophtalmo, en gynéco, en pédiatrie. Et donc, ça a créé une carence supplémentaire de spécialistes qui n'étaient pas des DES, mais qui faisaient une grosse partie du job de la prise en charge ambulatoire. Et ceux-là même qui avaient également des vocations hospitalières et qui créaient le lien entre la ville et l'hôpital. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment favoriser cette spécialisation des exercices médicaux de façon à favoriser les liens avec l'hôpital? Je vous remercie. Bien, je vais vous redonner à nouveau à toutes et tous la parole, quelques minutes, pour répondre aux questions de nos collègues et puis pour un mot de conclusion. Monsieur Casanova ? Alors, rapidement cette fois-ci, mais il y avait deux gros sujets. Le premier, c'est celui de la maltraitance. Il y a un élément pour le régler. Je dis la maltraitance en général, et dans maltraitance, en fait, je mets aussi l'absence de formation. Comme je dis toujours, la formation médicale, c'est pas un caprice d'étudiant. C'est la possibilité de prendre en charge des patients de la meilleure façon qui soit pour les années à venir. Donc, c'est excessivement important. Et une des possibilités pour pouvoir aller voir ailleurs, comme on allait voir dans les hôpitaux périphériques, il y a deux commissions, c'est un peu technique, mais il y a une première commission qui s'appelle la commission d'agrément, en gros, qui permet d'accueillir des internes dans un établissement ou dans un service. Et puis il y en a une qui est celle de la répartition des postes, qui peut dire qu'on peut avoir le sésame pour pouvoir accueillir, mais rien ne dit qu'on accueillera. Bon, là il y a des avancées quand même majeures qui ont été réalisées au niveau du ministère de la Santé à notre demande, puisque même si le règlement le prévoyait, il n'y avait strictement aucune lisibilité sur ces commissions, les personnes n'étaient souvent pas toutes convoquées, il n'y avait pas de procès-verbal, pas de signature. Je vous laisse imaginer que le maître mot dans beaucoup de ces commissions, c'était le copinage. Et le copinage, globalement, il a tendance à revenir vers le CHU. Donc ça, c'est en train de se régler, je l'espère. En tout cas, il y a des engagements qui ont été pris par le ministre, et là, je le salue, comme je ne suis pas revanchard pour tout. Et ça va changer les choses, je le crois. En tout cas, il y a cette volonté. Pour la question de la gouvernance, peut-être faut-il se poser la question de la décentralisation des nominations et du rôle des élus au niveau local. Je crois qu'on a un système de santé excessivement centralisé. Est-ce que c'est une bonne chose? Je crois qu'on est de moins en moins de personnes à le penser. Donc peut-être faut-il revoir aussi le poids des élus locaux et des acteurs de terrain. Quand je dis des élus locaux, donc je parle des élus. Mais pardon, mais dans quelle nomination? Des directeurs d'hôpitaux, excusez-moi. Des directeurs d'hôpitaux. Je pense qu'il faut redonner au territoire la main sur leurs hôpitaux. Quand on voit l'importance que ça peut avoir en termes d'aménagement du territoire, en termes économiques, etc., il me semblerait logique que les territoires puissent se ressaisir de ce problème. Vous aviez parlé de moyens, de maisons de santé. Ça avait été évoqué. Oui, de centres de santé. Alors nous, on commençait à évoquer, on y travaillait avec notre réseau de médecine générale aux questions des pépinières d'internes, on appelle ça comme ça. L'idée, elle est relativement simple, c'est d'avoir des grands axes de communication, mais des zones qui ne sont pas forcément bien dotées. Et ce qui est certain, c'est que partir tout seul dans un endroit qu'on ne connaît pas, ça donne pas toujours envie. Il y a des grands solitaires, mais pas toujours. En revanche, le fait de se dire on va pouvoir se former dans une maison qui serait mise à disposition, où on va se former avec des maîtres de stage, mais où on va y aller à 3, 4, 5 pendant 6 mois, là évidemment il y a probablement une attractivité beaucoup plus importante. C'est ce genre de perspective qu'il faut développer. Et puisqu'on disait encore une fois que le fait de connaître un territoire, ça c'est un facteur d'installation, eh bien peut-être que c'est ce genre, enfin c'est pas peut-être, c'est ce genre d'actions qui vont pouvoir avoir un effet. Et le tout dernier point qui était sur la dernière question, c'était sur est-ce que ça a tant changé que ça? Oui.
Ça a tant changé que ça. Le monde hospitalier a énormément changé et c'est un vrai problème qu'on a avec les plus anciennes générations. Je veux dire, on n'arrive plus, eux voient la réalité actuelle avec le filtre de leur vision d'avant. Je leur dis non, le monde a littéralement changé, pas que l'hôpital d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a un système, vous parliez de l'hyperspécialisation et des diplômes et des DES. Eh bien, à une époque, vous commenciez à faire une spécialité, puis finalement vous allez faire de la dermato, etc. Il y avait une vraie flexibilité. Aujourd'hui, vous commencez, vous passez le concours, puis après vous allez devoir vendre chèrement votre peau, puisque vous allez préparer une spécialité, et une fois que vous l'avez, c'est terminé. Vous n'allez pas changer de spécialité, sauf des conditions excessivement difficiles. Et donc aujourd'hui, vous avez de plus en plus de spécialités, de plus en plus étriquées, de plus en plus enfermées, et on va vous dire que vous avez intérêt à bien bosser, parce que c'est ce qui va déterminer la suite de votre vie. Et ça donne quoi? Ça donne des personnes dures, déprimées, souvent peu solidaires. Et évidemment, lorsque vous n'avez pas de solidarité, lorsque vous avez une telle dureté, lorsque vous avez des situations qu'on voit catastrophiques, comme on le dit dans les prépas, de personnes qui cachent des bouquins, etc., comment voulez-vous, quand vous avez une personne comme ça, un de vos collègues ou une de vos collègues dans un service qui pleure, comment voulez-vous avoir la moindre once d'empathie? Donc il y a beaucoup de personnes qui partent avec de bonnes intentions, mais une telle machine qui pendant 5 ans vous broie, eh bien ça donne des personnes avec des valeurs humaines parfois très discutables. Merci, docteur Chamarot. Alors, par rapport au sentiment de dégradation des conditions de travail actuelles, en fait, cette situation, elle allait déjà mal avant le Covid, mais je pense qu'elle devient de plus en plus insupportable depuis le Covid. Et je voudrais vous rappeler quand même quelques phrases du président le 25 mars 2020, lorsqu'il est venu à Mulhouse, situation catastrophique à Mulhouse, vous vous rappelez, où on avait dû monter un hôpital militaire sur un parking. Il avait dit « Beaucoup a été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. L'engagement que je prends ce soir, pour eux et pour la nation tout entière, c'est qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons. C'est ce que nous devons à la nation. Cette réponse sera profonde et dans la durée. » Voilà pourquoi ça devient de plus en plus insupportable. Concernant là, on me demandait des détails sur les charges administratives qu'on peut avoir. Effectivement, en plus des tâches inhérentes aux médecins, par exemple, lorsque j'ai besoin d'un nouvel appareil de monitorage hémodynamique dans mon service de réanimation, on va donc avoir plusieurs industriels qui vont nous contacter et qui vont nous présenter les différents appareillages. On va choisir, mais il va falloir monter un dossier qui va passer dans une commission et on n'a jamais la réponse sur notre demande de financement sur cet appareillage. Au bout d'un moment, on nous dit non, de toute façon, au niveau financier, on ne renouvellera que le matériel nécessaire. On n'a pas d'investissement supplémentaire à faire. Donc, on a perdu du temps à faire un dossier qui prend du temps quand même. Il faut justifier notre demande, pourquoi on veut cet appareillage, qu'est-ce que ça va changer dans notre pratique, et finalement, ça ne sert à rien. Et donc, c'est des charges comme ça, un peu administratives, qui ne servent à rien et qui nous empêchent de faire notre travail correctement. Après, effectivement, on a tout ce qui est décharge de responsabilité et autres, comme disaient mes consoeurs, par rapport aux certificats, des certificats complètement stupides pour dire qu'un enfant, pas pour moi, mais qu'un enfant a le droit d'aller à la danse, des choses comme ça, ou encore tout ce qui est certificat d'assurance, que nous, parfois, on a effectivement en réanimation pour tout ce qui est accidenté. Tout à l'heure, on parlait également du lien ville-hôpital qui était nécessaire, et effectivement, le statut de PH, le statut unique de PH qui prévoyait en fait un pourcentage d'exercice à définir en fait pour chaque praticien, un pourcentage d'exercice à l'hôpital et à la ville, pourrait effectivement favoriser un exercice mixte qui s'est perdu effectivement à la suppression des postes de praticiens attachés. Effectivement, ce sont
les premiers postes qui ont été supprimés, non renouvelés pour des raisons budgétaires. Et cette dichotomie ville-hôpital serait plus saine en fait qu'une activité, selon moi, privée à l'hôpital public, qui engendre des dépassements d'honoraires, et le fait de vraiment sanctuariser l'hôpital public et faire son activité privée ailleurs serait beaucoup plus sain, notamment au niveau des relations entre personnes également. On avait déjà évoqué avant le virage ambulatoire qui est nécessaire pour désengorger l'hôpital, et ça c'est vraiment au prix d'une formation augmentée de médecins généralistes, je pense, avec des ratios à 50-50 au minimum qui seraient nécessaires pour pouvoir réinvestir la ville. Et le fait de peut-être réinstaurer les CES effectivement pourrait réajuster notamment les besoins en pédiatrie, en gynécologie médicale pour les besoins du public. Vous me demandiez par rapport à la grille de péage ce qu'il en était. Donc actuellement, Jeunes Médecins a déposé un recours au Conseil d'État. Nous n'avons pas de nouvelles pour l'instant, et donc les 8000 PH également qui ont fait le recours auprès de leur tribunal administratif n'ont pas de nouvelles sur leur déclassement. On en est là pour l'instant. Merci beaucoup à vous. Madame Rinker. Oui. Alors, je vais reprendre un petit peu les questions. Sur le numérique, effectivement, c'est une évidence que c'est un outil à développer au plus tôt. Il n'y a pas de question là-dessus. Je pense qu'on est quand même tous d'accord sur la question. En ce qui concerne les maltraitances, je voulais revenir sur quelques petits points. On sait qu'on a quand même 60% des violences qui, en général, sont commises par des supérieurs. Ce qui entraîne, et comme ça a déjà été dit et répété, une omerta qui est extrêmement importante à l'hôpital, puisqu'on a peur de perdre un poste, on a peur d'être invalidé de stage, on n'a pas envie d'en parler, parce qu'en plus, de parler, de dire d'une situation qu'on a vécue difficilement ou de subir des violences, c'est une situation de faiblesse et on ne veut pas paraître faible devant les collègues. Donc, il y a vraiment une situation d'omerta à l'hôpital qui est impressionnante et qu'il faut absolument lever. Il faut que cette impunité des agresseurs, elle n'existe plus. Parce que c'est cette impunité des agresseurs qui empêche les personnes, les victimes, de parler. Donc comment voulez-vous parler si vous savez que dans tous les cas, ça ne changera rien ? On a souvent ce type de discours d'étudiants, d'internes ou d'externes qui nous rapportent ce genre de choses. J'ai pas de chiffres sur la distinction entre les CHU et les CH. Je suis pas tout à fait persuadée qu'il y en ait. En l'occurrence, les internes de médecine générale, on est très souvent dans les centres hospitaliers de périphérie. C'est quelque chose qui est très très courant pour les internes de médecine générale, puisque les CHU prennent plutôt des internes d'autres spécialités, parce qu'en cardiologie, c'est mieux d'avoir un interne de cardio, etc., etc. Donc nous, on est très souvent dans les centres hospitaliers de périphérie. Ces violences, elles surviennent également. En revanche, c'est vrai que d'étendre la possibilité de faire des stages dans les centres hospitaliers de périphérie, ça fait justement une autre pratique de la médecine. Ça nous permet de découvrir un autre monde un petit peu, puisque les centres hospitaliers de périphérie n'ont pas forcément les mêmes moyens que les CHU. Donc ça nous permet aussi de découvrir une autre pratique de la médecine et d'avoir un lien entre la ville et l'hôpital qui n'est pas du tout le même que dans les CHU, parce que justement dans les CHU de périph', on ne fait pas tout à fait la même chose. Donc si ces développements de stages hospitaliers, et ça va être une nécessité, notamment pour les externes, pour les étudiants en médecine, avec l'augmentation du numerus clausus, ils vont bien être obligés d'aller dans d'autres centres hospitaliers que le CHU. Donc ces développements des stages en milieu ambulatoire également, donc notamment la périphérie et le milieu ambulatoire. Nous, on est en milieu ambulatoire. En médecine générale, on a cette chance d'avoir des stages en milieu ambulatoire. Je parlais notamment de les ouvrir à d'autres maîtres de stage. Par exemple, de faire en sorte que les internes de médecine générale aillent en stage auprès de sages-femmes ou auprès de pédiatres ou de gynécologues, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Nous avons des stages en pédiatrie, nous avons des stages en gynécologie, mais ces stages sont en immense majorité encore faits dans des centres hospitaliers, alors qu'il pourrait être très intéressant d'ouvrir notre pratique et de le faire en milieu ambulatoire, puisque au final, c'est plus l'exercice qui va nous convenir par la suite. Donc pourquoi pas. C'est une demande que nous on porte d'ouvrir ces stages en ambulatoire. Sur l'exercice partagé, je pense que ça a été assez dit et répété. Effectivement, c'est quelque chose qui peut permettre de créer un lien assez fort et ça permettrait justement de faire en sorte que ce maillage territorial en fait se fasse également entre la ville et l'hôpital.
Petit détail, non, c'est pas vraiment un détail, petit souci par rapport au stage en périphérie, c'est surtout justement notamment par rapport aux étudiants qui n'auront pas forcément les moyens d'y aller. Et encore une fois, il faut bien évidemment développer ces stages, mais les développer dans des moyens, avec des conditions qui soient adéquates, avec des hébergements qui soient disponibles, avec des moyens de transport qui sont disponibles. Quand on est étudiant ou quand on est interne, les internes déménageant, on peut être amené à déménager tous les 6 mois. Ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué de trouver un logement en 2 semaines. Des fois, on a nos affectations de stage 3 semaines avant. Et en l'absence d'hébergements territoriaux, en absence d'internes, ce qu'on appelle les anciens internats ruraux, ça peut être très compliqué de trouver à se loger dans ces territoires, ce qui justifie aussi le fait que les gens restent plus souvent dans la ville dans laquelle ils habitent initialement. Et ces problématiques sont les mêmes qu'on retrouve par rapport aux formations initiales, puisque les formations initiales sont faites dans les grosses villes dans lesquelles il y a les centres hospitaliers. Et pour exemple, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 4 facultés de médecine. Dans la région Centre-Val de Loire, il y en a 1. Les 2 régions sont à peu près de la même taille. Je pense même que la région Centre-Val de Loire est plus grande. Ça dénote aussi une de ces problématiques. Et ensuite, je voulais juste revenir sur les centres de santé. Effectivement, les centres de santé, c'est une pratique qui peut être intéressante pour les jeunes médecins, pour les jeunes installés. Ça peut être une solution adéquate. Cependant, les centres de santé, il faut qu'ils soient construits avec les professionnels, parce qu'on a souvent ce type de problème aussi, où une collectivité territoriale, une collectivité locale va construire un bâtiment en disant « je construis le centre de santé et comme ça des médecins viendront ». Eh bien en fait non, puisque si ces centres de santé ne sont pas adaptés, si les locaux ne sont pas adaptés, s'il n'y a pas de pharmacie à côté, s'il n'y a pas de laboratoire de biologie à côté, si l'hôpital de proximité le plus proche il est à 70 km, c'est quand même compliqué d'implanter un centre de santé dans ce territoire. Donc les centres de santé, le développement bien sûr, mais toujours en collaboration avec les professionnels qui vont s'y installer, puisque c'est eux qui seront le mieux à même de déterminer leurs besoins. Et puis c'était tout. Eh bien merci. Docteur Le Chevalier, c'est vous qui allez conclure. Très bien, merci. Je vais être concise puisqu'il y avait assez peu de questions qui concernent les jeunes médecins généralistes. Je vais revenir sur la question qui concerne l'ambulatoire, c'est-à-dire l'attractivité des jeunes médecins. Est-ce qu'elle peut passer par la création de centres de santé? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Madame Remker sur sa réponse sur la construction et la philosophie des centres de santé. Il faut que ce soit fait avec les médecins, mais on peut dire de façon générale que oui, en effet, le salariat peut être attractif pour les jeunes professionnels, et que ce soit salariat en centre de santé ou dans les structures hospitalières, quand on compare au libéral. Mais je reviens encore une fois, vous le disiez, le problème c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes en nombre suffisant. Là, on revient toujours sur la problématique du nombre de médecins. Et j'avoue que j'aimerais bien aussi avoir, on va pas pouvoir là, mais avoir en fait votre regard de sénateur sur cette problématique pour ce qui concerne les médecins généralistes en fait. Qu'est-ce que vous pensez que font les jeunes médecins généralistes à la fin de leurs études? Parce qu'en fait, les jeunes médecins généralistes, ils travaillent. Soit ils s'installent, soit ils remplacent, mais c'est une minorité, mais ils travaillent. Donc, en fait, on peut obliger à s'installer où on veut, mais en fait, ils travaillent déjà, ils contribuent au système de santé. Donc, j'aimerais bien avoir votre vision, parce qu'on a sûrement un constat qui est différent, parce que moi, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre certaines propositions qui sont faites.